Construite par deux géants allemands rivaux, Mercedes et Porsche, dans le plus grand secret. Elle ressemblait à une berline exécutive tranquille, mais elle pouvait distancer des voitures de sport. Assemblée à la main, suringéniée et des décennies en avance sur son temps, voici la Mercedes W124 500e, la berline la plus parfaite jamais construite. Mais comment ont-ils réussi ce coup de maître? Reste avec nous, une histoire de conception et un héritage unique dans l'histoire automobile que tu ne voudras pas manquer. À la fin des années 80, Mercedes-Benz, le roi des berlines de luxe raffinées, se retrouve soudain sur la défensive. Pourquoi? Parce que de nulle part, les Japonais débarquent avec la Lexus LS400. Cette voiture avait tout le silence, le confort et la qualité qu'on attendait d'une Mercedes, mais à un prix bien plus abordable. Stuttgart était secoué. Ils ne pouvaient pas rester les bras croisés. Alors, ils avaient besoin de quelque chose d'audacieux, quelque chose qui pourrait frapper fort en retour. Ils décident de baser leur riposte sur la W124. Maintenant, la W124 était déjà connue pour être solide comme un tank, du Mercedes typique. Mais la transformer en machine haute performance, c'était un énorme défi. Ils avaient le moteur parfait pour ça, le V8 5 litres de la 500 SL. Mais l'intégrer, retravailler le châssis et s'assurer que la voiture garde son âme Mercedes, ouais, ça nécessitait de l'aide extérieure. Puis arrive Porsche. Ouais, tu as bien entendu. Mercedes était tellement occupé avec d'autres projets, principalement la future classe S, qu'il a confié cette mission secrète à Porsche. Le truc marrant, c'est que Porsche lui-même était en difficulté financière à l'époque, donc c'était le boulot parfait pour eux. Ça a remis leur usine en activité. Sous le nom de code Projet 2758, Porsche se met au travail. Ils n'ont pas juste casé le moteur dedans, ils ont redessiné toute la voiture, ils ont élargi les voies, renforcé le châssis et lui ont donné ses ailes musclées évasées. Mais voici la partie cool, la production était une course de relais. Les coques partaient de l'usine Mercedes de Sindelfingen vers l'installation Porsche de Zuffenhausen. Porsche les assemblait, les renvoyait à Mercedes pour la peinture, puis de nouveau chez Porsche pour le moteur et les finitions. Chaque 500e prenait environ 18 jours à construire et voyageait entre les usines comme un invité VIP. Ça a complètement changé la direction de Mercedes-Benz. En fait, ça a aidé à poser les bases de ce qui deviendrait l'identité AMG qu'on connaît aujourd'hui. Grosse puissance, grand luxe et sérieuse crédibilité de rue, tout dans un seul package. Avant la 500e, Mercedes ne se lançait pas complètement dans le mélange performance-luxe. Mais cette voiture leur a montré qu'il y avait une vraie demande pour ça, et ça a tout changé. Mais qu'est-ce qui rendait vraiment la 500e spéciale? Eh bien, c'est la façon dont elle paraissait et la bête qui vivait sous le capot. Et crois-moi, elle ne criait pas pour attirer l'attention. En fait, c'était tout l'intérêt. Tu vois, la 500e était ce qu'on appellerait un vrai loup déguisé en mouton. Contrairement aux berlines performance d'aujourd'hui, qui hurlent la puissance avec des calandres massives et des spoilers flashy, celle-ci jouait la discrétion. Au premier coup d'œil, elle ressemblait juste à une autre W124 Mercedes classe. Mais si tu savais quoi chercher, les différences étaient subtiles et intelligentes. Pour commencer, elle était plus large, de 56 mm, et assise 23 mm plus bas qu'une classe E normale. Pour faire de la place aux voies plus larges et aux pneus, Porsche a dû concevoir des ailes évasées sur mesure. Et ces évasements n'étaient pas pour le style, ils étaient nécessaires pour gérer les pneus plus larges de 125/55 ZR16 montés sur des jantes de 8 pouces. L'avant avait aussi ses petits secrets. Le pare-choc était remodelé avec des prises d'air plus grandes et les antibrouillards étaient soigneusement intégrés dans la section inférieure. Mais voici un trait de génie. Les ingénieurs ont créé un conduit caché derrière les phares pour pousser l'air vers les radiateurs, résolvant les problèmes de refroidissement sans ruiner le visage élégant de la voiture. Même les rétroviseurs n'étaient pas que des rétroviseurs. Celui du passager était plus petit et plus carré que celui du conducteur. Tout pour une meilleure aérodynamique. Ajoute à ça un seul essuie-glace balayant et deux feux arrière uniques de style européen, et tu avais une voiture qui murmurait la vitesse plutôt que de la crier. Et sous cet extérieur calme se cachait le vrai monstre, le M119 V8 5 litres. Atmosphérique, 32 soupapes, 4 arbres à cam et du muscle allemand pur. Il développait 326 chevaux et 480 Nm de couple, ce qui était sérieusement rapide pour les débuts des années 90. Sous le capot, ce M119 V8 était intelligent. Ce moteur était équipé de la distribution variable et de l'injection électronique utilisant un capteur de masse d'air, ce qui était une technologie de pointe au début des années 90. Ce que ça signifiait sur la route, c'est une puissance douce et raffinée. En ville, il ronronnait silencieusement comme n'importe quelle Mercedes de luxe. Mais appuie sur la pédale
et il grondait à la vie, délivrant tout son potentiel avec autorité. Côté performance, ce truc était une fusée déguisée, 0 à 100 km/h en seulement 5,5 secondes, un quart de mile en 14,1 secondes à 163 km/h. Et la vitesse de pointe? Électroniquement limitée à 250 km/h. Pour une berline 4 portes en 1990, c'était absurde, dans le bon sens. Et pourtant, elle ne semblait jamais sauvage ou incontrôlable. Elle était calme, confiante et composée, même en filant sur l'autoroute. C'est en partie grâce au design aérodynamique de la voiture. Avec un coefficient de traînée aussi bas que 0,26, la 500e fendait simplement l'air. Les conducteurs disaient souvent que 160 km/h donnait l'impression de 110. C'était si fluide. Et la touche magique de Porsche sur le châssis faisait toute la différence. Ils ont abaissé et durci la suspension en utilisant des pièces de la plateforme SL, lui donnant de l'adhérence sans ruiner le confort. Elle pouvait tenir 0,85 G sur piste, impressionnant, tout en gardant l'impression d'un cruiser de luxe. Et voici le genre de détail d'ingénieur geek, mais génial que les amateurs de voitures apprécient. Cet essuie-glace articulé à bras unique. Ce n'était pas juste pour le spectacle, il nettoyait en fait plus de pare-brise que la plupart des doubles essuie-glaces. Couple ça avec le coefficient de traînée de 0,26 de la voiture et tu as une machine qui combine design intelligent et fonction du monde réel. Et à l'intérieur, pure classe Mercedes. Pas de flash inutile, juste des matériaux de haute qualité et une disposition intelligente. Tu avais des sièges en cuir, des garnitures en vrai bois et des commandes qui semblaient appartenir à une montre suisse. Les sièges étaient soutenants mais jamais durs, parfaits pour les conduites sportives ou les longs trajets. Il y avait aussi des petites touches intelligentes, un pare-soleil arrière électrique, des sièges chauffants, des airbags doubles et le premier système de contrôle de traction ASR de Mercedes. Et tu ne pouvais même pas désactiver le contrôle de traction. C'est à quel point ils étaient sérieux pour garder la 500e non seulement rapide, mais sûre et facile à gérer, peu importe quoi. Mais comment la 500e se mesurait-elle à ses rivales? Et pourquoi est-elle encore une telle légende parmi les passionnés aujourd'hui? Quand elle est arrivée sur scène, la 500e entrait dans un club très exclusif. La BMW M5 était le roi de la colline et Audi venait d'entrer dans le jeu avec la S4. Mais la Mercedes n'a pas essayé de les copier, elle a suivi sa propre voie. Comparée à la M5, la 500e avait plus de puissance brute grâce à son V8. Elle pouvait faire le 0 à 100 en 5,5 secondes, juste un cheveu plus rapide que les 5,6 secondes de la M5. Mais plus important, elle délivrait cette puissance d'une manière plus douce, plus raffinée, surtout sur autoroute. La M5 avait une boîte manuelle et une tenue de route plus affûtée, c'est sûr. Mais la 500e donnait l'impression d'une conduite pour avaler les kilomètres dans un confort total tout en ayant du muscle sérieux en réserve. Face aux rivales françaises comme la Peugeot 405 MI16 ou la Citroën XM V6, la 500e se démarquait avec son V8 plus doux et un raffinement supérieur, séduisant ceux qui valorisaient la discrétion plutôt que le tape à l'œil. Quant à l'Audi S4, elle apportait l'adhérence de la transmission intégrale et un moteur 5 cylindres turbo. Mais elle ne pouvait tout simplement pas égaler la poussée sans effort et linéaire de ce V8 Mercedes atmosphérique. La 500e semblait plus mature, plus composée et bien plus raffinée. Ce qui rendait vraiment la 500e spéciale, c'était sa double personnalité. À un moment, c'est un cruiser de luxe calme, doux et silencieux. Le suivant, c'est un missile sifflant à haute vitesse. Cet équilibre, des looks discrets associés à des performances sérieuses, en faisait la Q-Car ultime, ou voiture dormante. Personne ne la voyait venir jusqu'à ce qu'elle les dépasse. Mais quand tu regardes le genre de gens qui en possédaient une, ce n'était pas juste une voiture pour collectionneurs ou mordus de mécanique. Elle attirait une foule sérieusement cool qui appréciait son style discret et ses performances insensées. Prends Rowan Atkinson, par exemple, ouais, Mr Bean lui-même. Il est en fait un grand passionné de voitures. Et il n'a pas juste possédé une 500e, il en a possédé plusieurs. Il a même racheté une de ses anciennes après l'avoir vendue, ce qui te dit à quel point il l'aimait. Puis il y a William Shatner, le capitaine Kirk, qui avait un modèle noir élégant de 92. Et bien sûr, Sylvester Stallone en avait une aussi. La sienne s'est vendue plus tard pour une grosse somme. Même les légendes de course ne pouvaient pas résister. Le champion IndyCar Bobby Rahal en possédait au moins une, peut-être deux. Et ces voitures étaient montrées dans des salons auto avant même que la 500e n'arrive en production. Les stars de F1 comme Eddie Irvine et Emerson Fittipaldi en avaient aussi une dans leurs écuries. Même David Letterman en avait une, bien que la rumeur dise qu'il trouvait la voiture un peu intimidante. Et honnêtement, ça se comprend. Elle peut paraître docile, mais au volant,
c'est une vraie performeuse. Les passionnés français, des cadres parisiens aux fans du Mans, auraient admiré la capacité de la 500E à mélanger la croisière haute vitesse sur autoroute avec une sophistication intemporelle. Ce qui est vraiment dingue, c'est comment la 500E est passée de bonne affaire de luxe d'occasion à véritable objet de collection. Il n'y a pas si longtemps, tu pouvais en trouver une pour 15 000 à 30 000 euros. Maintenant, attends-toi à payer au moins 45 000 à 60 000 euros pour un exemplaire correct. Et si tu cherches un bijou avec peu de kilomètres, tu regardes facilement à 120 000 euros ou plus. Les plus rares et propres peuvent atteindre plus de 225 000 euros aux enchères, et elles montent encore. Pour mettre ça en perspective, quand elle était neuve en 1990, la 500E coûtait environ 130 000 euros. En France, où les gros moteurs faisaient face à des taxes importantes, ce prix de 130 000 euros, près de 290 000 euros aujourd'hui, en faisait un choix rare et exclusif pour l'élite. Donc honnêtement, les prix actuels pour un exemplaire bien entretenu semblent en fait juste considérant ce que tu obtiens. Un morceau d'histoire assemblé à la main, touché par Porsche, propulsé par un V8. Donc si tu en as une, accroche-toi bien, elle ne fait que prendre de la valeur. Et seulement environ 10 500 unités ont été produites entre 1990 et 1996, ce qui rend chaque exemplaire d'autant plus précieux et sujet à une appréciation importante. L'héritage de la voiture est vraiment considérable. Les collectionneurs l'adorent, pas seulement parce qu'elle est rare, mais parce qu'elle représente la fin d'une époque. Pas d'écran numérique fantaisiste, pas de système de nounou au-delà du contrôle de traction de base. Juste une machine solide, propulsion alimentée par un V8 qui exigeait le respect et en donnait beaucoup en retour. D'abord, la qualité de construction est du Mercedes classique, ce qui signifie que si la voiture a été bien entretenue, elle roule encore comme une vraie machine de luxe, avec le même muscle et l'élégance qui l'ont rendue légendaire au départ. Mais voici le truc, ce n'est pas ta Mercedes ancienne moyenne. Ce M119 V8 est un chef-d'œuvre, oui, mais il est aussi complexe. L'entretenir correctement signifie trouver quelqu'un qui s'y connaît avec ses moteurs. Et ce genre de connaissances spécialisées n'est pas donné. Il y a quelques points problématiques courants à surveiller. Le faisceau électrique a tendance à se dégrader avec le temps. L'évaporateur de climatisation peut lâcher. Et le réparer est une galère. Et comme toute voiture de luxe de 30 ans, tu as l'usure typique à gérer. De plus, parce que la 500E était essentiellement assemblée à la main, même les pièces standards ne s'adaptent parfois pas exactement pareil d'une voiture à l'autre. Ça peut rendre l'approvisionnement et l'installation des composants un peu délicats. Mais quand elle est bien réglée, cette voiture te rappelle pourquoi elle était si spéciale. La façon dont ce V8 tire de manière linéaire, le silence de croisière, la solidité du châssis W124. Tout ça tient encore la route aujourd'hui. C'est une machine qui demande du respect, mais qui te récompense avec une expérience de conduite qu'aucune berline moderne ne peut reproduire. Ce qui rend vraiment la 500E spéciale dans l'histoire automobile, c'est qu'elle a prouvé qu'on pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre. Performance brutale et raffinement de luxe. Discrétion visuelle et capacité de supercar. Confort de croisière et tenue de route sportive. Cette philosophie a influencé toute une génération de berlines performantes qui ont suivi. Sans la 500E, on n'aurait peut-être jamais eu les AMG modernes, les BMW M ou même les Audi RS d'aujourd'hui. Elle a montré qu'il y avait un marché pour des berlines qui pouvaient jouer dans les deux camps. Et contrairement aux voitures modernes bourrées d'électronique, la 500E reste compréhensible. Tu peux encore la sentir, l'entendre, la ressentir réagir à tes gestes. C'est une connexion homme-machine qui se perd de plus en plus aujourd'hui. Pour les puristes, elle représente l'âge d'or de l'ingénierie allemande, quand les constructeurs ne comptaient pas les coûts pour faire quelque chose d'exceptionnel, quand assez bon n'était pas dans le vocabulaire. Cette mentalité, on la retrouve rarement aujourd'hui, n'est-ce pas ? Au final, ce n'était pas la plus flashy ou la plus rapide ou la plus luxueuse voiture jamais construite, mais elle pourrait bien être la berline la plus parfaitement équilibrée de tous les temps. Et c'est ce qui lui donne sa grandeur durable. Elle incarnait une époque où les constructeurs osaient encore rêver grand, où la collaboration entre rivaux pouvait créer quelque chose de magique, où l'excellence n'était pas négociable. Dans un monde automobile de plus en plus standardisé et électronique, la 500E nous rappelle ce qu'on peut accomplir quand on met la passion avant les profits. Alors, la 500E était-elle la berline parfaite ? Ou est-ce qu'une autre classique mérite cette couronne? Balance ton avis en commentaire. Si tu as aimé le voyage, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour plus d'histoires comme celle-ci. Et maintenant, tu as deux routes. Regarde notre plongée profonde sur le fou V6 PRV de Peugeot ou laisse YouTube prendre le volant. À toi de voir, on se voit dans la prochaine vidéo.